Nous avons longuement travaillé sur ce texte qui vise la modernisation du dialogue social dans notre pays lors de sa première lecture dans cet hémicycle le mois dernier. Après son passage au Sénat, le texte a été profondément modifié selon une logique politique qui n'est pas celle de notre Assemblée. En matière de droit et de représentation des salariés, les clivages idéologiques sont tenaces entre la droite et la gauche. Pour notre part, nous jugeons qu'une démocratie moderne doit reposer davantage sur la participation des salariés à la décision dans les entreprises. La commission mixte paritaire n'est donc pas parvenue à un accord tant les écarts entre les textes étaient importants. La commission des affaires sociales a ainsi rétabli l'esprit et les objectifs initiaux du texte tel qu'adopté ici. Pour les citoyens qui suivent le débat, il est aisé de comprendre que de la procédure dite accélérée choisie par le gouvernement, il ne reste donc plus que le nom. Permettez-moi aussi de dire que nous déplorons une précipitation du calendrier, Monsieur le ministre. Je le répète, ce que nous cherchons ici, c'est à renforcer l'engagement syndical, car loin des postures idéologiques ou des expressions incantatoires, il y a une réalité en France aujourd'hui. Trop peu de salariés s'engagent et donc trop peu d'entre eux sont représentés. Chercher à moderniser le dialogue social, c'est donc comprendre les freins à cet engagement et chercher à les lever. Je rappelle que cette loi intervient en conséquence de l'échec des négociations de décembre 2014 entre partenaires sociaux représentant les salariés et ceux représentant les employeurs, qui portaient sur l'évolution de la représentation des salariés dans les entreprises, quelle que soit leur taille. La CGPME, opposée à certaines de ces évolutions, notamment pour les petites entreprises, affiche un désaccord avec la création des commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le Sénat avait ainsi supprimé l'existence de ces CPR suite aux pressions de la dite CGPME. Or, si les employeurs des TPE se sont organisés au travers de syndicats spécifiques, les salariés, eux, n'avaient pas jusqu'ici d'instances représentatives liées à la spécificité des entreprises au sein duquel ils travaillent. On le redit, 4,6 millions de salariés sont concernés. Nous considérons donc ces CPR comme une vraie avancée. Elles auront un rôle d'information et d'accompagnement des salariés et des employeurs pour assurer la mise en œuvre de leurs droits, par exemple en matière d'évolution de carrière ou de formation professionnelle. Nous y avions ajouté en première lecture un rôle de médiation en cas de conflit, mais les moyens dévolus à ces CPR resteront néanmoins à préciser. Le positionnement du Sénat sur ces CPR signe une vision idéologique archaïque de l'entreprise, un refus d'entendre que la participation active des salariés permet de la faire progresser. Si je parle d'idéologie, c'est parce que les affirmations de nos collègues de droite ne reposent pas sur des données objectives, mais bien sur des schémas conceptuels qui se traduisent par le refus d'envisager un progrès social. L'emploi est l'argument tout le temps mis et systématiquement mis en avant. Qui pourrait être contre le fait de créer de l'emploi? Or, les conséquences des mesures portées par les syndicats patronaux et dont la droite se fait souvent le porte-parole vont le plus souvent dans le sens de suppression d'emplois et d'augmentation de dividendes réservés aux actionnaires. Il existe pourtant d'autres conceptions du travail, des activités et de la production. Il y a une vision bien plus moderne d'envisager les rapports entre salariés et patronat, de concevoir la notion même d'emploi. Avec l'accord de sa jeune auteure, je m'autorise à partager une parole d'étudiante, celle de Manon Dervin, étudiante en Sciences Po Rennes, qui s'est ainsi récemment exprimée dans le journal Le Monde. Je cite : « Je souhaite que demain, travail rime avec épanouissement et non pas avec contrainte. Je souhaite que demain soit l'avènement d'un monde qualitatif et non quantitatif. Je souhaite que demain, on voit la réappropriation de la démocratie à travers une société autonome, garantissant la sérénité. Je souhaite que demain soit un autre rapport à l'autre et au temps, un travailler moins pour vivre mieux, pour vivre ensemble. Il est temps de mettre le travail au service de l'homme et non de l'économie. Il est temps de nous affranchir de la centralité de cette valeur qui travaille, qui nous déshumanise et fait de nous des simples agents économiques. » Voilà les propos de cette jeune étudiante. Bien sûr, la loi actuelle est loin d'être aussi ambitieuse et ne révolutionnera pas le monde du travail, mais nous ne manquerons pas de nous appuyer sur toutes les initiatives et tous les leviers possibles pour changer les présupposés archaïques autour du salariat. Nous avons abordé la loi sur l'économie sociale et solidaire dans cet esprit.
Et nous poursuivrons dans ce sens au travers du texte qui nous est proposé aujourd'hui, avec un regard certes critique dès lors qu'il nous semble y avoir un manque d'équilibre dans la représentation entre salariés et employeurs pour garantir un dialogue social efficace, mais résolument constructive avec cette même volonté de dialoguer et de convaincre. Nous nous félicitons donc que le travail en commission des affaires sociales la semaine dernière ait permis de rétablir les avancées principales qui avaient été supprimées lors du passage au Sénat. Tout d'abord, comme nous le rappelions en introduction, nous sommes satisfaits du rétablissement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les TPE, mais aussi l'obligation pour le gouvernement de produire un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d'accords ou un statut spécial et de mettre en place un plan d'action destiné à améliorer la couverture conventionnelle. Vous le savez, cet amendement, porté par notre groupe, entre autres, concerne par exemple directement nos collaborateurs et illustre le fait qu'il reste encore de nombreux salariés qui doivent être représentés. Nous sommes également attentifs à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances du dialogue social. Des amendements réintroduisent des dispositions permettant une représentation paritaire des élus pour les délégués du personnel et pour les comités d'entreprise, tels que votés par les députés en première lecture. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un combat qui passe aussi par leur présence dans les instances représentatives au sein de l'entreprise. Ma collègue Véronique Massonneau et moi-même avons fait de nombreuses propositions dans ce sens et nous serons vigilants lors des débats sur ce thème. Nous approuvons également, bien sûr, le rétablissement dans ce texte de la reconnaissance des pathologies psychiques, en particulier le fameux burn-out, comme maladie professionnelle, tout comme le rétablissement d'un nombre important d'articles, tels que l'article 7 qui concerne les administrateurs salariés, leur formation et leur mixité, ou encore le rétablissement de l'article 16 bis permettant de maintenir le monopole syndical au premier tour des élections professionnelles. Dans le même sens, nous approuvons que la Commission des affaires sociales ait redonné la priorité aux accords avec des délégués syndicaux pour fixer les délais de consultation des comités d'entreprise et qu'elle ait réintroduit l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dans les points examinés lors de la consultation de la situation économique financière de l'entreprise. Pour ce qui concerne la délégation unique de personnel, nous avons déjà souligné notre réserve sur le regroupement des instances et nous avons pris bonne note de l'engagement du gouvernement pour que cette DUP se mette en place sans perte de moyens ou d'expertise, qu'il s'agisse des comités d'entreprise ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Enfin, nous ne souhaitions pas suivre les propositions de modification concernant la médecine du travail. Notre collègue Michel Sendou a déjà avancé des propositions de modification de l'article 19 lors de la commission des affaires sociales. Ces amendements, on l'a dit, sont loin d'être anodins. L'ensemble des partenaires sociaux, ce n'est pas un secret, est pour le moins frileux et le Conseil de l'ordre a également manifesté son étonnement et son opposition, ou en tout cas ses questionnements, aux conclusions du rapport. Le manque de professionnels ne peut servir de prétexte à une refondation de la santé au travail. Cette question devra être traitée dans un texte adapté. Si j'ai bien compris, ce sera sûrement le cas, les amendements de notre collègue n'étant pas retenus pour ce débat. Je termine en remerciant particulièrement mon collègue Jean-Patrick Gille, qui interviendra juste après moi, pour son travail en faveur des personnes relevant du régime des intermittents du spectacle qu'il développera et évidemment que nous soutenons. Nous le soutenons d'autant plus volontiers puisque, en grande part, les propositions du texte reprennent et correspondent aux demandes du secteur concerné. Je ne résiste pas à conclure sur les propos de Manon Dervin, que j'ai cités tout à l'heure, à nouveau avec malice. Il est temps de faire du travail en tant qu'activité un outil de repolitisation de la société, incitant le citoyen à s'approprier démocratiquement et de manière participative son contenu. Je vous remercie. Merci.